Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs voeux pour 2021, que j'espère enfin débarrasser de la Covid-19, disons avant la fin de l'année. Profitons aussi de cette année pour faire rayonner l'intelligence économique, c'est-à-dire faire prendre conscience à nos ingénieurs, à nos cadres d'entreprise, de l'intérêt qu'ils trouveront à utiliser les outils, les méthodes de l'IE. Alors aujourd'hui, troisième atelier sur notre cycle de présentation de l'intelligence économique. Nous évoquerons l'intelligence, l'influence et le lobbying. Comme d'habitude, après une présentation par Bernard Besson, vous pourrez le questionner et puis nous pourrons débattre, donner vos avis, faire vos commentaires. Alors, deux petites recommandations. Gardez vos micros fermés jusqu'à la fin de la présentation pour qu'il n'y ait pas de parasites divers. Et puis, mais en revanche, n'hésitez pas à poser les questions, faire vos commentaires sur le chat directement, par le chat associé. Julie Rousseau, notre animatrice et gardienne du temps, va les recueillir et puis donnera la parole au fur et à mesure, soit en interrompant Bernard si elle pense que c'est pertinent, ou juste à la fin, elle vous donnera la parole pour poser votre question. Voilà, Bernard, la floor is yours, à toi la parole. Merci Jean, et merci à tous les organisateurs d'ISF pour ce troisième atelier virtuel consacré à notre vision de l'intelligence économique. Nous allons parler aujourd'hui de l'influence, de la contre-influence et du lobbying, notamment à partir du point de vue des entreprises. Mais pas seulement, nous verrons par la suite que d'autres acteurs peuvent intervenir. Donc, je vais demander à Jean ou à Julie d'afficher la slide suivante. Voilà. Et cette slide illustre le fait que toute entreprise pratique déjà de l'influence. L'influence, ce n'est pas quelque chose qui, un beau matin, va venir rencontrer l'entreprise. Celle-ci est un monde d'influence. Et l'intelligence économique, en matière d'influence, comme dans les autres ateliers que nous avons vus précédemment, c'est surtout une découverte de soi-même. C'est l'entreprise qui prend conscience qu'elle est un acteur d'intelligence économique, que l'intelligence économique existe déjà et qu'il faut commencer par la regarder avant d'aller plus loin. Toute entreprise, comme cet animal, ce gallinacé, qui est paré de couleurs magnifiques, ce mâle qui essaye d'attirer les femelles, eh bien, toute entreprise pratique l'influence. D'abord, pratique l'influence par amplification des messages qu'elle fait passer à destination de ses clients, de ses futurs clients, de ses concurrents et des différents organismes qu'elle est amenée à rencontrer. On exagère toujours, on fait du marketing, de la publicité. L'entreprise fait également de l'influence de manière naturelle par acquisition d'informations sur ses clients, ses concurrents, sur d'éventuels nouveaux entrants, l'information que nous obtenons, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, est destinée à asseoir des actions d'influence, à nous positionner. L'entreprise fait également de l'influence par rétention d'informations. Comme n'importe quel être vivant, lorsque des choses ne vont pas bien chez nous, lorsque nous avons des difficultés, qui pourraient apparaître d'ailleurs dans le plan de compte, eh bien, nous n'allons pas le crier sur les toits. Nous retenons les mauvaises nouvelles. Nous pratiquons la rétention d'informations. Nous conduisons également des actions d'influence de manière spontanée en perturbant le discours, les amplifications d'autrui. Lorsqu'un de nos concurrents vante les qualités de ses services, de ses produits, nous avons une tendance naturelle à dire « oui, mais ce n'est pas aussi magnifique qu'ils le prétendent, les nôtres sont tout aussi bien, d'ailleurs même, ils sont encore mieux que les siens ». Donc, l'influence est quelque chose de tout à fait naturel. Et nous pratiquons également en tant qu'entreprise, en tant que PME et en tant que PMI,
de l'influence auprès de nos clients et de nos futurs clients auprès des consommateurs, en essayant de devancer leurs désirs. Et là, les choses peuvent aller très loin. Nous sommes les héritiers des Phéniciens qui pratiquaient l'influence en déposant sur les plages, 2000 ans avant notre ère, des objets de manière à attirer la curiosité et l'attention des peuples qui vivaient dans ces régions. Ils anticipaient, ils suscitaient des désirs. Or, aujourd'hui, eh bien, nous avons une continuité de cette vieille pratique phénicienne. Bien sûr, elle est maintenant numérisée à travers le marketing incitatif, à travers toutes les données, à travers tous les cookies que nous recueillons sur les activités commerciales et économiques de nos clients, nous sommes en mesure de devancer, de susciter leurs désirs. L'école de Chicago aux États-Unis a inventé ce concept de marketing incitatif parce que les entreprises se substituent d'une manière ou d'une autre, de manière insidieuse, à l'influence qu'autrefois avaient les religions, qu'elles peuvent avoir encore, en venant au secours de gens en quête d'appartenance, en quête de fraternité, en suscitant la croyance dans des marques, en occupant le terrain délaissé par un certain nombre d'acteurs antérieurs. L'entreprise, sans en être toujours bien consciente, pratique une influence de plus en plus prégnante sur ses consommateurs, sur ses clients. Nous sommes dans une tendance lourde et on sait très bien que le nombre en matière de données, au bout d'un certain temps, fait qualité. Nos ingénieurs le savent très bien, ils le savent depuis longtemps, avant que Marx et Engels au XIXe siècle n'aient théorisé le sujet. Donc, l'énorme masse de données, le big data, qui est à la disposition d'un certain nombre d'acteurs économiques à partir de nos réflexes de consommateurs, servent à des actions d'influence dont nous ne sommes pas toujours très conscients. Donc, nous sommes entourés par des fils ténus d'une influence numérique et pour l'intelligence économique, lorsque nous abordons le chapitre influence, nous commençons par observer quel est notre rôle inconscient dans ce domaine et quelles sont les différentes méthodes que nous-mêmes utilisons. Nous allons faire l'audit auprès de nos collaborateurs, de nos commerciaux, mais pas uniquement de nos commerciaux, de toutes les petites astuces, de toutes les petites ruses que nous avons accumulées génération après génération qui font que notre entreprise est aujourd'hui influente. Alors, on va examiner ce que l'on appelle maintenant les éléments constitutifs de notre influence. C'est pour ça que nous allons afficher la slide suivante. Quels sont les éléments constitutifs de notre influence? Est-ce que c'est notre accueil sympathique, souriant, notre écoute, la ponctualité de nos rendez-vous, de nos services, les valeurs que nous affichons, les actions en faveur de la cité, les attitudes socialement responsables, la qualité de nos produits, le renouvellement de nos gammes, est-ce les effets de mode que nous savons anticiper, dans lesquels nous savons nous glisser? Toute influence peut faire l'objet d'un examen, toute influence peut se mesurer, notamment à travers la reconnaissance de ces éléments constitutifs. Et puis, il y a des petites recettes qu'on a tendance à oublier, mais qui peuvent jouer un rôle considérable. Je pense à certaines informations non formalisées, et c'est pour ça que j'ai mis cette scène sur un green, sur un golf, parce qu'elle me rappelle l'histoire que nous avons, qui nous a été relatée, notamment au MEDEF Île-de-France, d'un de nos entrepreneurs familiers de la Chine. Il avait là-bas un commercial, déjà ayant une certaine bouteille, qui jouait au golf avec des Chinois, et notamment avec un Chinois très important, membre du Parti communiste local. Et en Chine, le Parti communiste est quelque chose qui compte. Eh bien, lorsqu'il jouait au golf avec ce Chinois, notre Français, qui était un très bon golfeur, ben, il perdait toujours, in extremis.
Et le Chinois était heureux. Il était content. Jamais il ne lui a fait perdre la face. Or, faire perdre la face à un Chinois, c'est toujours embêtant, surtout lorsqu'il est membre du PC chinois. Ce vieux commercial a été remplacé par un jeune homme fringant qui jouait très bien au golf et qui lui gagnait. Alors c'est sûr, il gagnait au golf, mais l'entreprise française en question y a beaucoup perdu. Ceci pour dire que nous avons dans nos tiroirs, nous avons dans la mémoire de nos commerciaux, de nos ingénieurs, de nos collaborateurs, des petits actes d'influence qui parfois vont très loin et sont infiniment précieux pour l'influence globale de l'entreprise. Donc, nous allons faire un petit travail d'archéologie, de recherche, de toutes ces savoir-faire qui bien souvent sont négligés de manière à recenser toutes les forces qui sont à notre disposition. Plutôt que de faire venir un consultant de l'extérieur, je ne devrais pas dire ça, eh bien nous allons commencer par nous consulter nous-mêmes, par regarder ce que nous avons comme capacité. J'ai mis également cette image de deux jeunes gens qui s'écoutent. L'écoute, le silence, par rapport à quelqu'un qui est notre partenaire ou notre futur partenaire, le silence empathique est une arme d'influence considérable. Savoir se taire dans certaines occasions relève d'une stratégie tout à fait judicieuse lorsque l'on parle d'influence. J'ai mis en bas la petite affiche sur le nudge marketing qui est actuellement très à la mode et qui fait la joie de nos étudiants en marketing. Nous allons passer maintenant à la slide suivante. Voilà. Alors, je vais, après le théorique, enfin un théorique qui est peut-être quand même un peu pratique, je l'espère à vos yeux, parler d'exemples concrets, d'actions d'influence et de contre-influence. Nous avons d'abord ce qui s'affiche ici, la marque Marcal qui fabrique du boulgour dans la Drôme. C'est un savoir-faire français, ancestral, qui consiste à partir de blé concassé à faire une farine qui fait la réputation de cette industrie agroalimentaire française. J'ai dit à partir de blé. Or, il est arrivé que les Américains du Middle West, le lobby du maïs, s'est intéressé au boulgour, est allé à Bruxelles et a fait en sorte que le maïs puisse remplacer le blé dans l'appellation boulgour, ce qui signifiait pour cette industrie française une mort certaine. Fort heureusement, l'entreprise Marcal, qui est dromoise, était à l'époque en lien avec un système d'intelligence économique territoriale, car l'influence, ça se pratique aussi avec des alliés, en commençant par les alliés locaux qu'il faut connaître, si possible. Et donc, grâce à ce réseau d'intelligence économique territoriale, l'entreprise Marcal a pu contacter à Bruxelles les deux fonctionnaires qui géraient le dossier et leur a expliqué ce que c'était que le boulgour. On leur a demandé de venir près de Valence pour voir tout le travail qu'il y avait en amont de cette farine particulièrement appréciée des consommateurs. Et cette explication s'est faite sous le regard des caméras de la télévision locale, de la presse et puis de tout le réseau qui, à travers les supermarchés, mais également à travers les magasins de bio, vendait le boulgour. Donc, être informé, avoir des alliés, c'est déjà se donner les moyens de l'influence. En dessous, nous avons le barrage de Grandjean. Et ce barrage de Grandjean a été l'objet d'une formidable action d'influence entreprise par EDF. Je l'ai mis sur la slide parce qu'il va nous permettre de nous remémorer les fondamentaux de notre premier atelier virtuel sur l'intelligence collective. Ce barrage, c'est donc une retenue d'eau qui permet de fabriquer de l'électricité. Il existe une réglementation qui, tous les 20 ans, oblige l'exploitant à vidanger le barrage de manière à nettoyer le fond du lac pour retirer tout un tas de cochonneries qui s'accumulent au pied du bâti.
Mais lorsque le lac est vidé, et bien entendu, on ne produit plus d'électricité. Le directeur régional d'EDF, à l'époque, se dit, c'est quand même embêtant, on va perdre de l'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire sauter cette réglementation idiote? Et là, un travail d'intelligence collective a démarré en amont d'une action d'influence, c'est-à-dire que l'on a fait de la veille, on a recherché à partir d'un certain nombre de logiciels, d'outils, quels étaient les précédents. Est-ce que quelque part sur la planète, quelqu'un a été confronté au même problème que le mien? Car les problèmes des autres peuvent devenir mes propres problèmes, mais les solutions également. Et on a découvert à cette occasion qu'il existait dans un pays un système qui permettait de ne pas vidanger parce qu'on mettait sur le sommet du barrage une machine, que cette machine était reliée à un tuyau qui descendait le long du bâti, qui déversait sur toutes les cochonneries qui s'étaient accumulées un dissolvant, et que le même tuyau, à partir de la même machine, servait d'aspirateur pour nettoyer le fond du lac. Donc, il y avait une solution technique. Cette solution technique a été découverte grâce à un travail de mémoire. Et puis, EDF local, régional, a fait également un travail de réseau. Et s'est aperçu que parmi les employés du barrage, il y en avait un certain nombre qui vivaient dans la vallée, dans l'aval, qu'un certain nombre d'électriciens étaient aussi pêcheurs à la ligne, militants associatifs, notamment dans les domaines écologiques, et que certains d'entre eux même avaient des mandats d'élus municipaux, comme certains parmi nous dans la formidable commission IESF d'intelligence économique. Et donc, on a cartographié les réseaux de l'entreprise avec ceux de la vallée et on s'est aperçu qu'il y avait des connexions possibles. Ensuite, on a recensé tous les inconvénients qui résultaient d'une vidange. Et on s'est aperçu que chaque fois que l'on vidait un barrage, eh bien, la flore et la faune situées en aval subissaient des désagréments. Il y avait des poissons qui ne se sentaient plus bien du tout, des écrevisses qui allaient très mal, des petites bêtes qui mouraient, des fleurs qui fanaient, et donc de l'eau aussi qui pouvait devenir un peu saumâtre, prendre une couleur bizarre. Donc, les réseaux d'entreprises, parce que EDF est une entreprise responsable, sont allés voir les maires dans la vallée en leur disant « Avez-vous prévu pour vos habitants des distributions d'eau potable ?» Mais pourquoi? Mais parce que nous allons vidanger Grandjean. Et voilà, regardez les résultats qui peuvent en découler. À ce moment-là, une certaine émotion est montée dans la vallée et EDF n'a pas fait cette intervention n'importe quand, parce que l'influence, c'est aussi la gestion d'un calendrier. Cette action a été conduite quelques semaines avant une élection législative dans la région. Alors, le député local s'est précipité à la préfecture en disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans la vallée? C'est un complot, on veut ma mort ». Et le préfet a demandé des explications qui lui ont été données. Le préfet a convoqué le directeur régional d'EDF. Et là, l'entreprise avait une solution. Elle avait une solution, mais il fallait encore que l'administration s'approprie cette solution pour faire sauter la réglementation. Donc, la machine dont je parlais n'a pas tout de suite été mise sur la table. Le directeur régional a fait un petit peu de psychologie. Il a fait remonter un petit peu l'agitation dans la vallée en lançant de nouveaux messages un peu inquiétants. Et finalement, il a obtenu du préfet que le préfet dise « Mais trouvez-moi une solution ». Et à ce moment-là, on est revenu voir le préfet en lui disant « Monsieur le préfet, votre solution existe ». « Ah, j'avais bien raison. Comment pouvez-vous faire ?» Et à ce moment-là, on a expliqué l'histoire de la machine. Le préfet est monté à Paris, la réglementation a été suspendue. Voilà un acte d'influence conduit par une entreprise française performante qui met au service d'une action toute l'intelligence collective que nous avons évoquée dans notre premier atelier virtuel. À droite, vous avez devant vous également une petite camionnette qui s'affiche, c'est celle de Comelis, une entreprise des Hauts-de-France qui est spécialisée dans
les transports de médicaments pour les personnes qui sont soignées chez elles à domicile. C'est vous dire si le sujet est d'actualité en cette période sanitaire plutôt inquiétante. Comelis utilise donc des camionnettes et à un moment donné, par souci d'hygiène et par souci d'innovation, cette entreprise installe des cloisons pour séparer dans les camionnettes les médicaments usagés de ceux qui sont neufs, pour qu'il n'y ait pas de contamination virale entre les différents objets. C'est un investissement qui coûte de l'argent à cette entreprise. Le problème, c'est que les autres entreprises, les concurrents de Comelis ne font pas le même effort en matière d'hygiène. Et donc, notre entreprise se trouve pénalisée. Mais Comelis vient d'un réseau associatif. Avant d'être une entreprise, elle fut une association. Eh bien, grâce à son réseau, Comelis apprend qu'il va y avoir à la préfecture de Lille, préfecture de région, une réunion pour réglementer la distribution des médicaments dans les deux départements en question. Et donc, obtient le droit de venir expliquer quel est son métier. Et ce qui fut envisagé, fut réalisé, les responsables de Comelis sont allés expliquer pourquoi ils avaient construit cette cloison à l'intérieur de la camionnette. Et dans l'arrêté, on a décidé que, eh bien, il y aurait obligation de séparer les paquets neufs des paquets qui avaient été usagés. Voilà 3 exemples concrets qui montrent que l'influence est à la portée de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grande ou petite, qui utilise les intelligences collectives que nous avons examinées lors du premier atelier. Nous allons passer maintenant à... Voilà. Alors, l'influence existe. L'influence est à la portée de main. Eh bien, maintenant, nous pouvons également envisager de la programmer, c'est-à-dire que nous allons un petit peu la professionnaliser. Ce qui est naturel, ce qui est évident, parce qu'aucune entreprise ne peut se passer d'action d'influence, va devenir un programme. D'abord, l'influence commence par savoir ce que l'on veut. Si je ne sais pas quelle est ma stratégie, si je ne sais pas ce que je veux, l'influence ne me sert à rien. Je vais tourner en rond. Donc, la première démarche consiste à se réunir et à se poser la question: de quoi aurions-nous besoin que nous n'avons pas encore et qui ne dépend pas de nous? Quels sont ceux qui peuvent prendre les décisions qui nous seront favorables? Et là, on va s'intéresser aux décideurs extérieurs qui ont sur notre entreprise et sur notre devenir une influence. On va les regarder, on va les observer et on va s'intéresser à leur propre finalité à eux. C'est parce que je vais me rendre compte que le régulateur, l'élu municipal ou national ou européen a des finalités, c'est parce que je vais les comprendre qu'à un moment donné, je vais pouvoir coordonner, faire en sorte que mes souhaits d'influence viennent rencontrer les siens. Un vrai travail d'influence, c'est un travail qui va permettre de faire coïncider mon intérêt particulier avec l'intérêt général représenté par le régulateur ou par l'élu auquel je m'adresse. L'influence, c'est finalement une négociation. Et bien souvent, les élus, qu'ils soient nationaux, européens ou régionaux, sont très heureux de voir une entreprise qui vient les voir en leur expliquant quels en sont les besoins, quels sont les tenants et aboutissants du problème auquel eux, ils sont confrontés en tant que décideurs politiques. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la sous-traitance de l'influence à des lobbyistes. Mais avant d'aller voir des lobbyistes, avant d'aller voir des conseils en stratégie, ayons nous-mêmes notre propre stratégie et soyons capables de compter sur nos propres forces. Si nous faisons cet exercice, eh bien, nous allons gagner du temps et de l'argent
lorsque le moment sera venu d'aller voir des professionnels de l'influence hors de l'entreprise. Dans l'entreprise, l'influence est quelque chose qui doit être débattu de manière transparente. Une PME peut très bien avoir un plan d'influence. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'influence? Un plan d'influence, c'est une discussion ouverte avec tous les membres de l'entreprise, avec les représentants du personnel qui sont associés, bien entendu, à la définition de ce que l'on veut. Eh bien, on décide par exemple qu'en 2021, nous voulons entrer au patrimoine technologique régional sur tel aspect industriel, nous voulons une desserte ferroviaire, nous voulons une crèche pour que les mamans puissent y emmener leurs enfants, leurs bébés, nous voulons une modification du plan de circulation autour de notre atelier, nous voulons un éclairage la nuit, nous voulons un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de nous. La première action que nous allons entreprendre, c'est d'écrire, c'est de mettre au tableau noir ce que nous souhaitons, de construire un plan d'influence. Et ce plan d'influence, une fois qu'il sera validé, il sera servi par le cercle qui s'affiche en bas à droite et qui renvoie à l'intelligence collective. Et là, tout le monde a compris que la mémoire, l'analyse, les réseaux vont avoir du grain à moudre pour satisfaire les plans d'influence que nous avons mis au point. Alors bien entendu, à la fin de l'année, tous les items du plan d'influence ne seront pas forcément atteints. Mais ce n'est pas grave, nous en aurons peut-être que la moitié. Eh bien, on recommencera l'année suivante. L'influence doit être mise sur la table parce que si nous avons besoin d'alliés à l'extérieur, nous en avons aussi besoin à l'intérieur. Un plan d'influence qui est partagé par tous les collaborateurs parce qu'il est clair, parce qu'il est lisible, est un plan d'influence qui a toute chance d'avancer dans la bonne direction. Nous allons maintenant passer à une autre slide. Voilà. Alors là, nous rentrons dans l'influence un petit peu plus professionnalisée. Les ingénieurs que nous sommes tous, enfin, je parle pour vous, je ne parle pas pour moi, savent qu'il existe des lieux où il est bon d'observer l'influence des autres afin de réfléchir à sa propre influence ou à ce qu'elle pourrait devenir. Nous avions la dernière fois parlé des normes en matière de risque. Eh bien, il existe des réseaux de prénormalisation, c'est pour ça que j'ai mis dans la petite photo le siège de l'AFNOR à Aubervilliers. Tous les ingénieurs connaissent cette institution dans laquelle des experts se rencontrent pour parler de différentes techniques et autour de la table, on discute. On discute beaucoup. On n'aboutit pas toujours à faire une norme immédiatement, d'ailleurs c'est très long comme processus, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment d'autres entreprises font passer des idées et de voir la manière dont elles font en sorte que leur technique, leur savoir-faire deviennent la norme. Or, qu'y a-t-il de moins influent qu'une norme? Dans les métiers de nos ingénieurs, la norme est quelque chose de très important, mais ces normes ne tombent pas du ciel. Toutes ces normes sont le fruit de travaux d'influence qui sont menés de manière plus ou moins sérieuse, plus ou moins continue, par des gens qu'il est utile de voir fonctionner. Il est utile de les voir faire parce que bientôt, c'est nous qui allons utiliser les réseaux de prénormalisation pour faire de l'influence, pour faire passer nos savoir-faire. D'ailleurs, nous le faisons assez facilement avec ce que l'on appelle la dissémination volontaire des savoir-faire. Lorsque j'ai une capacité dans un domaine, que je suis sûr de moi, eh bien, je vais disséminer mes savoir-faire. Je vais les mettre sur la place publique, parce que celui qui donne a peut-être autant de pouvoir que celui qui retient, et même certainement plus. Donc, la dissémination volontaire est quelque chose qui procède également de l'influence. Et puis, je vais faire également de l'influence par anticipation. Grâce à deux sciences annexes de l'intelligence économique, qui sont la Bible, on va revenir peut-être à la, voilà, qui sont la bibliométrie et la scientométrie.
Avant de m'intéresser aux brevets, avant de m'intéresser aux innovations, aux inventions, eh bien, je vais m'intéresser aux femmes et aux hommes qui vont les mettre en place. La bibliométrie et la scientométrie vont me permettre de voir pour chaque technique, pour chaque procédé, pour chaque zone industrielle, pour chaque thématique, quels sont les gens qui publient des articles, des ouvrages, qui se citent mutuellement, qui citent des auteurs de référence. Et avant de m'intéresser aux brevets, je vais commencer à regarder la population qui, en amont des brevets, va aboutir à une évolution, à un darwinisme technologique dans tel ou tel domaine. Bibliométrie et scientométrie vont me permettre de découvrir ce que l'on appelle les collèges invisibles. Or, cette gymnastique intellectuelle, là je fais une petite parenthèse, a été inventée par des ingénieurs français, notamment dans le domaine de l'armement. Ce qui est curieux, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce savoir-faire est largement utilisé par nos compétiteurs coréens, chinois, japonais, qui, comme bien souvent, viennent en France puiser leur miel dans les idées de nos ingénieurs, mais eux ont des stratégies que nous n'avons pas. Nous en parlerons peut-être une autre fois. Donc, l'influence, c'est de ne pas rater le coup d'après. C'est d'être dans ces réseaux de prénormalisation, dans cette curiosité très professionnalisée. C'est aussi la fréquentation des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'à travers les réseaux sociaux, je vais être influencé, mais je vais pouvoir aussi influencer les autres. On va passer maintenant à une autre slide pour poursuivre notre voyage à travers le monde de l'influence. L'influence, c'est aussi quelque chose qui doit être collectif. Nous l'avons dit, il faut des alliés. Il faut que l'État puisse venir aider les entreprises. Or, en France, grâce à Dieu, si je puis dire, l'État fait de l'influence et même a mis en place des équipes, des institutions, des organismes qui s'affichent ici devant vous, qui sont peuplés d'ingénieurs également, de gens très compétents qui peuvent aider les PME et les PMI notamment à pratiquer des actions d'influence, notamment à l'exportation, notamment dans des périodes difficiles. Donc, l'influence, c'est quelque chose qui me permet de rencontrer des fonctionnaires de l'État français qui sont dans les mêmes motivations, avec les mêmes programmes que moi. J'ai mis aussi une salle à manger du Quai d'Orsay en haut à droite parce que nous avons une diplomatie économique. Depuis qu'un ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, pour ne pas le nommer, a utilisé pour la première fois le terme de diplomatie économique, eh bien, ça a fait des petits, si je puis dire, et donc nous avons dans nos ambassades des missions économiques. Eh bien, ce que je dis à nos PME et à nos PMI, ce que ISF dit à nos ingénieurs, quand vous partez à l'étranger, eh bien, prévenez à l'avance, et si possible pas la veille, quelques jours avant, quelques semaines, c'est encore mieux, la mission économique du consulat ou de l'ambassade de France dans le pays où vous allez pour prendre contact avec eux. Et vos capacités d'influence n'en seront que mieux servies parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous ouvrir des portes, qui sont capables de vous mettre en garde contre des choses-trappes, qui ont une vision politique, et bien souvent le politique joue un rôle important dans le pays dans lequel ils exercent leur fonction de diplomate. Donc, l'influence, c'est quelque chose qui se pratique avec le concours d'un certain nombre d'administrations qui s'affichent ici. Et croyez-moi, nos compétiteurs étrangers bénéficient de l'influence politique, diplomatique de leurs équivalents et ne s'en privent pas. Nous passons à une autre slide. Bernard, excuse-moi, je vais rebondir rapidement. Je suis désolée de te couper. Isabelle Heller, qui est un autre membre de notre comité, souligne aussi l'importance des
de l'influence collective et donc le niveau des fédérations et syndicats professionnels. Et moi qui suis active dans l'écosystème de l'innovation et des startups, je voudrais saluer le travail que fait aussi la French Tech sur ces questions-là. Voilà, juste pour ça et pour compléter. Et puis si on a un point sur lequel on voulait rebondir, mais effectivement, bien sûr, les papas amènent aussi leurs enfants à la crèche, évidemment. Bien sûr, les papas amènent aussi les enfants à la crèche, tu as totalement raison. Merci de le dire. Je voulais aussi insister pour les personnes qui sont présentes là, parce qu'on est assez nombreux, on est près de 45. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de manière à ce qu'on puisse les relayer. Et puis, je vous donnerai la parole. C'est important qu'effectivement les micros restent coupés parce que ça donne une meilleure qualité sonore. Mais n'hésitez pas à rebondir. Je suis sûre que ça soulève beaucoup de questions. Voilà, je te laisse tranquille. Non, mais tu ne me perturbes absolument pas. Je suis ravi de cette discussion. D'ailleurs, on va y arriver bientôt. Je voulais également faire un petit aparté sur la morale et l'exterritorialité du droit, notamment du droit américain. La morale est un vecteur d'influence important, la morale internationale. Alors, quand on parle de morale internationale, notamment dans la lutte contre la corruption, il faut toujours se méfier un petit peu. Notamment, je pense à la fameuse convention OCDE qui punit la corruption, qui nous a été imposée par une idéologie et une influence américaine, anglo-saxonne, avec comme arrière-pensée de punir les méchants qui corrompaient. Quand cette convention a été signée par un certain nombre de pays, il est intéressant de noter que les pots de vin qui étaient versés offshore par des entreprises américaines ne rentraient pas dans la consolidation des comptes américains. Par contre, elles, en France, rentraient dans le bilan des entreprises françaises. Il faut donc toujours se méfier lorsque l'on vient de nous parler de morale internationale, notamment dans le domaine économique. Un certain nombre de pays du Nord utilisent d'ailleurs la morale et leur religion, leurs églises luthériennes et autres, pour, en Afrique notamment, occuper des positions économiques et finalement écarter les Français qui ne se rendent pas compte du tout du jeu subtil de ces alliances entre morale, religion, qui échappent en général à notre esprit cartésien, qui n'est pas tout à fait adapté à ce genre d'échiquier. Donc, je voulais quand même faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, parce qu'il me concerne nos entreprises à l'exportation. On va passer à la slide suivante, parce que je vois que l'heure tourne. Voilà. Alors, il arrive un moment où le lobbying est professionnalisé. Le lobbying va être le fait de lobbyistes, de spécialistes. Et ces gens-là, c'est pour ça que je les affiche uniquement maintenant, ils sont très compétents, mais il faut aller les voir une fois qu'on a les idées un peu claires. Quand on a les idées claires sur ce que l'on peut faire soi-même, la conversation avec un lobbyiste, qui est une profession tout à fait respectable, eh bien, prend une tournure plus intéressante, parce qu'on va pouvoir aborder des sujets sur lesquels nous nous sentirons à l'aise. Alors que si nous allons voir un lobbyiste de but en blanc comme ça pour lui dire « je veux ceci, je veux cela », sans avoir réfléchi sur ses propres capacités en amont, eh bien, on n'obtiendra pas forcément ce que l'on souhaite obtenir. Donc, les lobbyistes existent. Je vais nous épargner toutes les histoires sur le terme lobby, quelle est l'origine du mot, on passerait des heures. Le lobbying, il est immatriculé, il est sur un registre du commerce à Washington, sur des assemblées dans lesquelles il fait son travail. Et c'est généralement quelqu'un qui connaît bien le milieu politique, qui connaît bien l'actualité parlementaire, qui connaît bien les arcanes des administrations. C'est un facilitateur. Ils sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Certains ont une vision plus générale, d'autres sont spécialisés sur un thème industriel, économique, agricole. Ils sont très nombreux. Et notamment à Bruxelles, on va rencontrer des lobbyistes américains, des lobbyistes chinois en grande quantité. Autre auxiliaire de l'influence professionnalisée, le renseignement commercial. Le renseignement commercial existe depuis le 19e siècle. Ce sont des géants qui, à travers toute la planète, scannérisent tous les relevés financiers auprès des tribunaux de commerce, des greffes, auprès des
des organisations comme la Sécurité sociale, comme le Trésor, comme les Protets, comme les nantissements. C'est-à-dire, c'est un métier de la donnée financière qui est en mesure, parce qu'il mouline toutes ces informations, tous ces chiffres, de nous alerter sur la solvabilité d'un partenaire avant, pendant ou après le contrat. Nous avons en France un certain nombre d'entreprises de renseignement commercial qui sont tout à fait opérationnelles. Bien entendu, nous n'avons pas de géants du style anglo-saxon qui, eux, scannérisent chaque heure des milliards de téraoctets d'informations financières pour obtenir les mêmes résultats. Une profession qui est moins connue, ce qu'on appelle les agents privés de recherche, qui vont nous permettre à nous, PME, PMI, de faire valoir devant les tribunaux, notamment devant les tribunaux français, les preuves que ces détectives privés, qui sont un métier également tout à fait respectable, qui sont à l'issue des études qu'ils font à l'université, qui sont détenteurs de diplômes et qui ont une déontologie, comme les lobbyistes, eh bien, ces agents privés de recherche, ces détectives privés, vont nous permettre de produire des preuves qui, dans le cadre d'une négociation, sans forcément aller devant le tribunal, permettront à l'entreprise française, petite PME, d'être quand même plus maligne qu'on ne l'imaginait. Et au cours de la conversation, dire à un partenaire, oui, mais ce que vous me racontez là, monsieur ou madame, c'est faux. C'est faux parce que moi, j'ai la preuve que vous voulez me mener en bateau. Et là, voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'aller devant le tribunal. Donc, à partir d'un certain stade, l'influence peut passer par un détective privé qui nous permettra d'asseoir une certaine autorité dans des négociations où nous pensions partir battus. Les conseils en stratégie. Les conseils en stratégie, eh bien, c'est un petit peu la suite des lobbyistes. Ce sont une autre catégorie de personnes qui ont l'habitude, parce qu'elles ont un passé dans la stratégie, par exemple politique ou autre de leur pays, eh bien, de conseiller nos entreprises dans des domaines d'influence. Nous allons passer maintenant à la slide suivante. Voilà. Deux choses pour terminer. L'influence, la chasse en meute. La chasse en meute, c'est la capacité pour plusieurs entreprises de secteurs différents d'une nation d'aller ensemble à la conquête d'un marché. Nos amis américains, nos amis scandinaves, chinois savent le faire très bien. Nous avons mis longtemps avant de comprendre que cette solidarité entre différentes entreprises de différentes tailles était tout à fait possible. Et là, il faut saluer le travail de grandes entreprises françaises qui maintenant accompagnent au Brésil, en Chine ou ailleurs, des PME et des PMI de leur territoire. Il faut saluer ce travail de solidarité qui n'a pas toujours été le cas. Et ça permet, eh bien, autour de la grosse entreprise française d'avoir un vivier de fournisseurs qui se sentent plus à l'aise, qui se sentent plus en confiance avec les petits, avec les PME et PMI. Donc la chasse en meute fait partie de l'influence. Là où vous êtes dans votre département, intéressez-vous aux grosses boîtes françaises et vous verrez, il y en a peut-être une ou deux qui vous ouvriront les portes d'une chasse en meute parce que finalement tout le monde y a intérêt. L'influence des uns bénéficie à l'influence des autres. Et je vais terminer par quelque chose alors qui est peu dans la tradition française, qui est plutôt dans la tradition anglo-saxonne, qui est le perception management. C'est quoi le perception management? Eh bien alors là, c'est un sport qui se pratique entre grandes entreprises, entre grandes multinationales. L'une des deux va regarder pendant des mois, peut-être pendant des années, comment fonctionne l'intelligence décisionnelle de l'adversaire, comment fonctionne l'intelligence décisionnelle, par exemple, de Renault, d'Alstom, pour comprendre comment le management français prend ses décisions, quels sont ses outils de veille, quels sont ses réflexes, quel est l'état de son intelligence économique, comment est-ce qu'il perçoit les informations, comment est-ce qu'il les analyse, où sont recrutés les dirigeants, comment sont-ils cooptés. Est-ce que dans ces entreprises françaises, on ferme les yeux sur tel ou tel acte de corruption, par exemple? Et à un moment donné, l'entreprise étrangère, instruite par le perception management, eh bien,
va commencer à tester. Elle va commencer à tester, par exemple, en faisant arriver aux yeux et aux oreilles de l'entreprise française certaines informations. Et puis, on va voir comment réagit l'entreprise française. On va même faire mieux. Connaissant les veilles et les curiosités de cette entreprise française, à un moment donné, on va lui enlever certaines choses qu'elle avait l'habitude de voir, de regarder, pour voir comment elle va réagir, pour voir comment la chaîne décisionnelle à l'intérieur de l'entreprise française réagit. Quels sont les biais cognitifs dont parlait Toussaint Coppolani dans son intervention? Quelles sont les marottes de nos dirigeants français? Comment est-ce qu'ils réagissent? Et au bout d'un moment, on va savoir beaucoup de choses. Mais alors là, pour cela, il faut avoir à l'intérieur de l'entreprise française ce que l'on appelle une taupe. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, les ingénieurs, nous quittons le monde de l'intelligence économique pour rentrer dans celui de la guerre économique. Mais ceci est une autre histoire. Merci de votre attention. On va passer maintenant aux questions. Le teaser est incroyable. Du coup, vous allez être obligé de revenir. Alors, j'ai pas beaucoup de questions parce que je pense que tout le monde est un peu, voilà, impressionné, prend des notes, travaille sérieusement. Mais peut-être que Claude ou Isabelle, qui sont aussi membres de ce comité dont l'influence est le métier, puisque Isabelle est spécialiste de normes et Claude, tu es spécialiste d'influence tout court. Vous voulez peut-être ajouter des exemples ou compléter le propos de Bernard, peut-être? Toussaint, tu veux compléter? Non, tu trouves que Claude aussi pourrait prendre la parole? Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas grave. Ceci pour dire que, pour résumer, en attendant qu'une question vienne germer, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut l'influence, il ne faut pas en avoir peur. Nous la pratiquons tous les jours. Hein. Le matin, lorsque je choisis une cravate, ou lorsque Julie choisit un magnifique foulard comme celui qu'elle a autour du cou, n'est-ce pas? Eh bien, elle est dans l'influence. Tout à fait. Elle est dans l'influence parce que nous avons besoin d'influencer et on va commencer par regarder, comme je le disais au début de cette intervention, ce que nous avons en magasin pour prendre confiance en nous. Et on va s'apercevoir que les entreprises françaises, finalement, ne sont pas plus bêtes que les autres. Simplement, elles n'ont pas, comme les autres, l'habitude de regarder certaines choses. Comme disait le philosophe chinois Lao Tzu, et c'est tout à fait applicable à l'intelligence économique, les choses ne changent pas. Regarde-les d'une manière différente, cela suffit. Vous voyez, dans la vieille philosophie chinoise, eh bien, nous apprenons que finalement, l'intelligence économique, c'est se regarder soi-même, mais en décalant la chaise. Je vais regarder mon entreprise, mais je ne vais pas la regarder depuis l'endroit où je la regarde d'habitude. Je vais changer d'angle de vue, et là, je vais faire des découvertes phénoménales. Nous avons des pépites, nous avons des entreprises formidables, il suffit de les regarder autrement. C'est un travail de photographe, finalement, l'intelligence économique. Christine, peut-être, je vais relayer ton commentaire, si tu es OK avec ça. Christine Quinola, qui intervient dans le chat et qui explique qu'elle forme donc des parties prenantes au projet industriel. Bah, vas-y, active ton micro et ton commentaire. Vous voyez là, avec mes petites… Oui, très bien, on revoit. Là, ouais, on est joie. Donc, je disais que je forme à la gestion de projet. Moi, j'ai une expérience de projet industriel en pétrochimie et où je me rends compte que le géopolitique, c'est la base pour mon activité. Et donc, aujourd'hui, je forme en expliquant aux gens qu'il faut qu'ils identifient très tôt sur leur projet les parties prenantes. Toutes les personnes qui peuvent avoir un impact sur leur projet sans lien contractuel. Ce que vous avez apporté aujourd'hui pour cette conférence me conforte complètement. Et j'ai envie de vous poser une question par rapport au teasing. C'est qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'on peut étudier une entreprise par rapport à son management, à son mode de recrutement, son mode de gestion de crise ou ce genre de choses. Est-ce que pour être compétitif pour une entreprise, il ne faudrait pas justement, casser ses codes et ses routines de recrutement ou de management? Alors, il est bon, de temps en temps, sans tout casser, hein, parce qu'on ne va pas mettre le bazar, mais on peut faire, et vous avez raison, à dose homéopathique, certaines translations de position. Par exemple,
pour voir les choses mieux et aller plus loin, ce que je suggère, c'est à l'occasion des vacances ou des départs en stage, si vous êtes ingénieur dans un domaine très particulier, en électricité, en électrolyse, et que vous partez en vacances, eh bien, ce que je propose, c'est que quelqu'un qui soit un commercial, qui soit un juriste, qui n'ait rien à voir avec votre métier, va occuper votre place pendant 3 semaines. Il ne va rien comprendre à ce que vous faites. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de s'étonner, de se poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées, parce que vous êtes dans votre métier, et quand vous arrivez devant votre écran, vous êtes le nez dans le guidon. Mais quelqu'un qui n'est pas de votre univers, qui est dans l'entreprise par contre, qui regarde ce que vous faites, d'abord, il va prendre en considération, il va mieux vous découvrir. Il aura avec vous, quand vous rentrerez, des relations qu'il n'avait pas avant. Il va y avoir un lien de confiance qui va se créer. Il y aura une curiosité partagée. Et ça, c'est très important pour la cohérence des entreprises. C'est très important pour l'influence, parce qu'il y a aussi une solidarité interne. Et par ces temps de pandémie, c'est l'occasion justement d'intervertir à l'occasion de ces vacances et de ces stages les postes de travail à l'intérieur des entreprises. Et puis de temps en temps, la personne qui va occuper votre poste, elle va poser des questions idiotes que vous ne poseriez jamais parce que vous n'oseriez pas le faire. Vous n'oseriez pas le faire parce que vous êtes dans, je dirais, l'accumulation de savoir, de savoir-faire et de compétences. Et qu'au bout d'un moment, plus on est compétent, plus on est restreint sur ses propres compétences. On est un petit peu l'otage de son savoir et de son savoir-faire. Mais quelqu'un qui n'est pas l'otage de son savoir et de son savoir-faire, enfin, poser des angles de vue tout à fait intéressants. Je pense à une entreprise lyonnaise, par exemple, où tout à coup, à l'occasion de ce genre de pratique, eh bien, un commercial a découvert des possibilités auxquelles les ingénieurs n'avaient pas pensé. Et ça a été à l'origine d'une innovation. Voilà ce que je pourrais répondre sur commençons à nous regarder nous-mêmes d'une manière différente, en profitant des stages, en profitant des vacances, pour mélanger un peu les genres, sans avoir peur, hein, et c'est toujours bénéfique. Ce n'est pas du temps perdu. Raphaël, vous avez une question, donc je vous donne la parole. Bernard, on a aussi une autre demande sur des références à conseiller pour approfondir le sujet. On les diffusera avec l'enregistrement de la vidéo du coup. On vous fera une oui, des références. Moi, je vous enverrai parce que je fais une petite correction de mon introduction parce qu'il y a des coquilles qui m'ont été signalées ici et là par des lecteurs bienveillants. Et donc, je suis en train de corriger tout ça. Donc, ça pourra être distribué à tous nos auditeurs, bien entendu, où je développe plus. Mais vous verrez une bibliographie également. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écrivent actuellement sur les cohérences internes des entreprises. Cohérence dont nous allons avoir grand besoin avec la pandémie actuelle, malheureusement. Vaste sujet. Raphaël, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Merci déjà beaucoup pour votre exposé, votre partage de connaissances hein, et le fait d'avoir créé du lien entre nous, c'est déjà peut-être le début de l'intelligence. Ma question est au regard du fait, vous avez dit que pour faire du conseil en stratégie, il fallait avoir déjà une grosse expérience dans des organes, les organes que vous avez cités. Du coup, la question que je me posais, c'était au regard des débouchés. Moi, pour ma part, je ne suis pas ingénieur. J'ai eu le lien via un contact dans l'intelligence économique. Vous êtes bienvenu quand même. Bon, merci beaucoup. Je suis un publicitaire, ce mot horrible. J'ai fait du conseil en stratégie et création dans des agences de publicité. J'étais directeur de stratégie et je m'occupais du newbies. J'ai fait un peu tout type de stratégie, corporate, RSE, etc., un peu d'influence et de politique. Et du coup, la question que je me posais, c'est justement, je n'ai pas du coup d'expérience dans un gros organe étatique ou grosse entreprise dans l'intelligence économique. Quel type de débouché y a-t-il? Est-ce que le marché est porteur? Par exemple, en faisant, il y a par exemple des masters ou des MBA en intelligence économique, tel que le fait le GE. Est-ce qu'il y a du débouché? Parce que j'ai l'impression que la France est un peu en retard sur ces questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Bernard, je te coupe la parole à 13h30. Tu as 5 minutes. Après, Raphaël pourra te contacter.
Oui. D'accord. La boîte de Pandore, vous. Je vous ai ajouté sur LinkedIn, voilà. Voilà, très bien. Merci. Alors, on va aller à l'essentiel puisque le temps nous est compté. Moi, si j'étais à votre place, pour être conseiller en stratégie, il faut que je découvre une stratégie, un besoin de stratégie. Or, actuellement, dans l'actualité, où se trouvent les besoins de stratégie? Eh bien, ils se trouvent dans des territoires, dans des regroupements de communes, dans des quartiers de villes qui sont en désespérance parce qu'on ferme les hôtels, on ferme des entreprises, parce qu'il y a des intelligences qui sont sur le pavé. Quelle est la stratégie de tel métier, de telle filière, de tel département? Moi, à votre place, je regarde aujourd'hui tous les territoires, toutes les filières qui sont en déshérence, qui sont en difficulté. Et je vais les voir. Et je leur dis, ce n'est pas possible de laisser tous ces hommes et ces femmes sans boulot, sans perspective. Il faut les rassembler. Vous êtes publicitaire, vous parliez de relations tout à l'heure, de confiance qui ont été rétablies entre nous. Eh bien, c'est ça. Les mots que vous avez prononcés, ils ne sont pas sortis de votre bouche fortuitement. Ils sont sortis parce que c'est ça à quoi vous pensez. Et là, vous avez justement en vous-même cette capacité à voir, parce que vous êtes aussi extérieur, comment vous pourriez imaginer de rassembler ces gens-là, de les faire parler pour écouter d'abord leurs souffrances, comprendre leurs compétences, et avec les autorités territoriales ou de filières qui sont encore présentes, imaginer avec eux des solutions. Une stratégie, c'est quelque chose qui apporte une solution à un problème. Les problèmes, nous les avons, ça malheureusement, ils ne manquent pas. À votre place, j'essaierai d'identifier un certain nombre de problèmes et je pense que vous avez les capacités d'aller voir des gens en leur disant « moi je suis prêt, je me mets à votre disposition pour écouter tous ces gens-là, on va parler entre nous et on va trouver quand même des possibilités de sortir du marasme sur tel ou tel sujet. » Voilà mon conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci, Bernard. Écoutez, merci à tous de votre écoute et de vos questions.